Salut les brasseurs et les brasseuses, bienvenue dans ce mini-guide sur comment acidifier sa bière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe beaucoup de méthodes pour acidifier sa bière. Ici, je vais vraiment me focaliser sur les deux qui me paraissent pour moi les plus simples. La première, ça va être l'utilisation de levures spécifiques pour ça, et la deuxième méthode, ça va être le kettle sour. Donc on commence tout de suite avec les levures acidifiantes. Bon, vous avez bien entendu, j'ai dit les levures acidifiantes et non pas la levure. Vous avez déjà dû entendre parler de la levure Philly Sour de l'allemand. Et bien très récemment, il y a une nouvelle levure du même genre qui a fait son apparition. Je vous en parle un petit peu juste après. Donc la Philly Sour, qu'est-ce que c'est? Comme je le disais, c'est une levure qui nous vient du laboratoire l'allemand, et sa particularité, c'est que elle va acidifier en même temps, entre guillemets, que fermenter. Comment on l'utilise? Comme une levure classique, c'est-à-dire que on fait notre brassin normalement, on refroidit notre mou après l'ébullition, on verse tout ça dans notre fermenteur et ensuite on va inoculer notre levure. Donc là, ça va être la Philly Sour et c'est elle qui va faire le reste. Wouh! Ok. La Philly Sour a une phase de fermentation et un démarrage un peu plus long que les levures en général. Et on peut bien la comprendre puisqu'en fait, avant de vraiment commencer à fermenter, elle va d'abord acidifier le mou. Donc ça prend environ 2 à 3 jours. Ça va dépendre de certains paramètres. Par exemple, si vous décidez de rajouter des fruits en début de fermentation, ça peut durer un peu plus longtemps, mais voilà, en général on dit que ça dure 2-3 jours et ensuite seulement ça commence réellement à fermenter. Et généralement c'est à partir de ce moment-là que votre barboteur va commencer à glouglouter. Personnellement, j'ai eu l'opportunité de tester cette levure, la Philly, et dans une passerie sour. C'était dans la recette d'Halloween de l'année dernière, c'était une passerie sour avec de la citrouille et des épices de citrouille. Pour moi c'était une de mes meilleures bières. Et donc c'est vrai qu'on avait vraiment ce côté super sympa avec le côté acide plus le côté sucré qui venait équilibrer un petit peu cette acidité avec le lactose. Justement, en parlant de lactose, c'est vrai que parfois j'ai la question, le lactose il va pas du tout influencer le travail d'acidification de la Philly, c'est-à-dire que comme pour les autres levures en général, la Philly ne va pas du tout y toucher. Donc ce que vous allez rajouter comme lactose par exemple à l'ébullition, vous allez le retrouver dans votre bière finie, même en utilisant une Philly Sour. Il y a aussi une étude de l'allemand qui existe sur le sujet, je vous mets le lien en description si vous voulez y jeter un œil. Ce qui est pratique aussi avec cette levure, c'est qu'elle va pas non plus être perturbée par l'ajout de houblon. C'est vrai qu'on dit que le houblon peut inhiber ce genre de bactéries, mais pour la Philly, il n'y a pas de problème, donc pareil, vous pouvez utiliser du houblon avec la Philly. Et si vous pensiez qu'il était impossible de faire mieux qu'une levure acidifiante, et ben vous n'êtes pas prêt à entendre ce que je vais vous dire. Il y a une levure qui est réapparue récemment, c'est la Appalachian Tart de White Labs. Donc comme la Philly, elle a la particularité d'acidifier le mou, mais en plus de ça, c'est une levure Gweik. Si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que j'adore ce type de levure. Les Gweik, c'est vraiment des levures incroyables. Donc là, ça ouvre encore plus les champs de possibilités parce qu'on fermente, on acidifie en même temps. Et en plus de ça, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas encore très bien les levures Gweik, c'est une famille de levures qui vient principalement de Norvège et qui va avoir deux particularités qui sont liées. C'est-à-dire qu'elles peuvent fermenter à des températures très élevées. En général, on est sur une plage entre 30, 35, voire 40 degrés pour certaines. Et comme elles fermentent à de très hautes températures, elles fermentent très rapidement. Sur le papier, ça fait vraiment rêver et comme vous pouvez vous imaginer, je rêve, j'ai hâte de la tester. Ça va être très prochainement le cas. Vous allez très bientôt normalement voir passer une recette avec cette levure. Et si vous-même vous voulez la tester, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. Voilà, donc je pense que c'est vraiment très intéressant de travailler avec ce genre de levure quand on aime brasser des bières acides. Même quand on n'a pas beaucoup de matériel, on peut quand même faire des choses assez originales et assez poussées. Après, c'est sûr que c'est pas une méthode d'acidification traditionnelle et on va pas avoir toute la complexité qu'on pourrait avoir avec une méthode traditionnelle classique qui va prendre des mois et des mois à s'affiner, ça c'est sûr. C'est un peu la même idée pour le kettle sour, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas une méthode traditionnelle, c'est une méthode d'acidification très rapide qui ne va pas développer toute la complexité qu'on peut avoir avec une acidification traditionnelle. Le kettle sour, il faut savoir de base que c'est un processus qui va prendre minimum 12 heures à une température constante qui sera environ à 35-37 degrés. Donc c'est vrai que au niveau du matériel, là c'est
plus accessible et plus confortable en tout cas à faire si on a une cuve où on pourra contrôler la température. C'est aussi bien d'ailleurs d'avoir un pH mètre, ça je vous en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. En quoi consiste le kettle sour? Donc comme son nom l'indique, c'est une méthode d'acidification qui va se passer dans la cuve de par l'ajout d'une bactérie. Cette bactérie va produire de l'acide lactique et va ainsi acidifier le mou. Je pense que principalement cette méthode va apporter 4 avantages. Donc le premier, c'est certainement quand même un gain de temps, comme je vous le disais, par rapport aux méthodes traditionnelles qui vont prendre des mois. Là, c'est une méthode d'acidification qui va prendre entre 12, 18 heures et 24 heures en général. On va avoir plus de contrôle sur le degré d'acidité, c'est-à-dire que comme c'est une bactérie qu'on va mettre dans notre cuve, on a l'opportunité de goûter notre mou et une fois qu'on a l'acidité qu'on désire, on porte à ébullition et l'acidité ne va plus bouger. Ça va aussi nous permettre de faire des styles houblonnés. C'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, en général, les houblons et les bactéries ne font pas vraiment bon ménage et là, comme on s'est débarrassé de la bactérie avant de rajouter les houblons, on peut ensuite rajouter les houblons qu'on veut. Et aussi ça permet une plus grande fourchette de choix de levure puisque, encore une fois, on va pas devoir essayer de combiner telle bactérie avec telle levure. Là, la bactérie, elle est plus là, donc on peut mettre encore une fois la levure qu'on veut. Concrètement, quelles bactéries on va rajouter? On va principalement se tourner vers les lactobacillus, donc ce sont des bactéries qui vont convertir le sucre en acide lactique. Dans la famille des lactobacillus, il y a plein de sous-catégories et il y a certaines sous-catégories qui seront plus efficaces ou plus pratiques, on va dire, à utiliser que d'autres pour un kettle sour. Sur quoi on va se baser pour dire ça? C'est-à-dire que, comme je vous le disais, le kettle sour en général, ça dure jusqu'à 48 heures, on essaie quand même de pas faire durer ça non plus trop longtemps parce que plus le temps avance et plus on a un risque d'infection. On va plus se tourner vers des lactos qui vont acidifier assez rapidement. La meilleure candidate pour ça est certainement la bactérie Lactobacillus plantarium pour deux raisons principales. Sa rapidité d'acidification et aussi elle a une tolérance un peu plus élevée au changement de température. Après, ça veut pas dire que d'autres types de lactos ne sont pas efficaces en kettle sour ou ne sont pas recommandés. Je pense notamment à la Helveticus de l'allemand qui est un lacto Helveticus et on a aussi des blends, par exemple le blend, il y a un blend d'oméga il me semble où c'est un mix entre je sais plus quel lacto et le lacto plantirum et il est de toute façon recommandé pour les kettle sour. De toute façon même en lacto plantirum on a déjà pas mal de choix. On a par exemple la Wild Brew Sour Peach de l'allemand, la Sour Weapon de Bootleg Biology, Lactobacillus Blend 2.0, Lactobacillus plantarum de Escarpment, la Acid Trip de White Labs et le blend dont je vous parlais tout à l'heure qui est le OYL 605 Brevis et Plantarum d'Omega East. Ces infos en particulier sur le lacto, je les ai tirées principalement du site Milk the Funk, je vous mets le lien en description. Après, à côté des bactéries, il y a aussi d'autres sources d'acidification du mou. Il y a le yaourt, il y a aussi apparemment une technique à partir des grains et aussi du kéfir. Personnellement, j'ai encore jamais testé de faire une acidification avec du yaourt ou du kéfir, mais si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire et à nous partager votre expérience, ça peut être super intéressant. Bon, donc on arrive dans le vif du sujet. Comment faire un kettle sour. Pour ma méthode, je me suis très largement inspirée de l'une des méthodes qui apparaît dans le livre American Sour Beers de Michael Tonsmeyer. Et donc voilà, c'est de cette méthode-là que je vais vous parler aujourd'hui. Donc la première étape, ce que je fais, c'est que je vais faire un brassin comme à mon habitude, c'est-à-dire que je concasse mes grains, je les empâte pendant 60 minutes et ensuite je les retire. Une fois que j'ai obtenu mon volume pré-ébullition, je vais devoir préparer mon mou à accueillir la bactérie. Donc pour le moment, mon mou, il a à environ 5,4 de pH et on dit que la bactérie travaille et se développe au mieux dans un pH d'environ 4,5. Le problème avec l'acide lactique, c'est qu'il ne va pas faire baisser le pH d'une façon linéaire, donc je peux pas vous dire bon bah rajoutez 5 ml et c'est bon, rajoutez 10 ml et c'est bon. Il faut vraiment vérifier la descente du pH. Je rajoute 1 millilitre, je mélange brièvement, je vérifie mon pH et je recommence jusqu'à atteindre un pH d'environ 4,5. Alors du coup ça me fait revenir un peu au début de la vidéo où je vous parlais de l'importance d'avoir un pH mètre. Donc c'est vrai que c'est quand même des mesures assez précises. J'ai lu dans certains forums qu'on peut ne pas être aussi précis et juste viser un pH entre 4 et 5, donc
des bandelettes de pH suffiraient. Donc voilà, moi personnellement du coup j'utilise un pH mètre, peut-être que vous avez déjà fait avec des bandelettes, ça a très bien fonctionné, donc n'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire, mais moi c'est vrai que j'aime bien avoir des choses un petit peu plus précises, donc voilà, un pH mètre pour moi c'est l'idéal. Personnellement pendant mon expérience j'ai dû mettre un total de 12 ml d'acide lactique. Une fois que je fais ça, après je porte à ébullition pour stériliser mon mou parce que, ok, on infecte avec une bactérie, mais on veut vraiment qu'il n'y ait que cette bactérie-là qui infecte entre guillemets notre mou. Une fois qu'on est à 35 degrés, comme je le disais, il faut faire attention parce que là, on peut infecter très facilement notre mou, donc tous les ustensiles que vous allez utiliser à partir de maintenant, vous allez les infecter avant de l'utiliser. Donc moi, pour mon test, j'avais utilisé la Sour Peach de l'Allemand et j'avais rajouté 3,5 g de mon petit sachet. Selon la bactérie que vous allez utiliser, ce sera peut-être une quantité différente, donc n'hésitez pas à aller vous reporter sur le site du laboratoire de la bactérie que vous utilisez. Une fois que je mets ma bactérie, je mélange brièvement et là je suis partie pour au moins 12 heures à cette température constante de 35 degrés. Donc je vais vraiment couvrir en fait ma cuve, elle doit vraiment être fermée hermétiquement parce que cette bactérie elle aime pas trop l'air et en plus de ça, plus je suis exposée à l'air et plus j'ai de risques d'autres infections. Je mets mon couvercle. Alors quand j'ai fait mon expérience, j'avais pas encore de bouteille de CO2, mais si vous avez une bouteille de CO2, c'est bien de injecter du CO2 dans votre cuve pour vraiment essayer de virer le plus possible l'oxygène qui s'y trouve. Une fois que vous avez fait ça, donc ça c'est optionnel, mais c'est un peu mieux quand même de le faire. Une fois que vous avez fait ça, vous refermez votre couvercle et ensuite on va vraiment recouvrir ce couvercle avec du plastique alimentaire. Donc voilà, vraiment pour l'idée de recouvrir sa cuve et que ce soit complètement fermé hermétiquement. L'idée c'est donc de laisser travailler notre bactérie jusqu'à atteindre un pH de environ 3,2 à 3,8. Là, on n'a pas de science exacte puisque c'est en fait une question de goût. C'est pour ça que moi personnellement j'ai commencé à vérifier la saveur à partir de 8 heures. Au final, moi pour mon expérience, j'ai atteint le pH de 3,5 en 18 heures. Une fois que vous atteignez le pH désiré et que vous aimez bien l'acidité de votre mou, il vous reste à tuer votre bactérie. Donc pour ça, comment on va faire? On va reprendre le brassin, comme s'il n'y avait pas eu cette petite pause, pour moi là de 18 heures, mais de 12 à 24-48 heures, c'est-à-dire que vous allez reporter à ébullition et ensuite s'il y a des houblons à mettre, vous allez mettre vos houblons, etc. Faire votre ébullition normale et ensuite refroidir et verser dans votre fermenteur. Une fois que vous allez verser dans votre fermenteur, comme pour un brassin normal, vous allez ajouter la levure que vous avez décidé d'utiliser et laisser fermenter, etc. Le mou est déjà acide, donc vous n'avez plus rien à faire après cette étape d'ajout de la bactérie. Il est aussi possible de laisser le mou comme ça, c'est-à-dire que vous avez atteint le pH que vous vouliez et ensuite vous allez quand même, c'est quand même conseillé, alors vous n'êtes pas obligé de le faire mais c'est quand même conseillé, de au moins pasteuriser votre mou, donc en atteignant 80-85 degrés, 10 minutes et ensuite refroidir, ajouter dans votre fermenteur et faire fermenter avec une nouvelle levure. Une autre méthode que j'aimerais vraiment tester, c'est le co-pitching. Attention parce que je n'ai pas encore testé personnellement cette méthode, donc là ce que je vais vous partager ici, c'est le résultat de mes recherches. Mais je trouvais intéressant de partager ça avec vous et d'ailleurs si vous avez déjà testé, encore une fois, n'hésitez pas à le partager en commentaire, c'est toujours très intéressant. Pour le co-pitching, une fois que le lacto a fait son travail, vous pouvez simplement baisser la température jusqu'à la température idéale de la levure que vous allez ajouter. Alors pour ça, c'est pas mal si par exemple vous utilisez une levure Kveik, puisque les levures Kveik, comme je vous le disais tout à l'heure, en général, elles fermentent entre 30, 35 et même des fois jusqu'à 40 degrés. Donc si vous utilisez une levure Kveik, vous n'avez même pas de baisser la température de votre mou. Donc vous passez votre mou acidifié directement dans votre fermenteur, vous rajoutez votre levure Kveik dans ce cas-ci. On pourrait se dire mais du coup ok mais le lacto il va continuer à acidifier. Comme je vous en ai parlé un peu tout au long de cette vidéo, c'est que les lactos et les houblons ils font pas du tout bon ménage. Et donc ce que vous pouvez faire c'est rajouter du houblon dans votre fermenteur. Donc j'ai trouvé l'info que vous n'avez qu'à rajouter 0,5 kg pour 1 hectolitre. Ces deux méthodes, aussi bien l'utilisation d'une levure acidifiante que le kettle sour, je pense que c'est pas mal pour des styles comme par exemple les Berliner Weiss, les Gose ou encore, pourquoi pas, les sour IPA. Voilà, donc maintenant vous savez tout sur les kettle sour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.